le 13h. Véronique Barbier. Et à la une de l'actualité, cette réunion organisée avec les 19 bourgmestres de la capitale. La région bruxelloise compte en effet prendre des mesures en plus pour limiter la pandémie. Il est question d'élargir le couvre-feu. On fera le point en direct avec Elisabeth Groutars. En Wallonie, nouvelle mesure également avec un couvre-feu qui va débuter ce soir dès 22h jusqu'à 6h du matin. Ce sera comme ça jusqu'au 19 novembre. De quoi rassurer les hôpitaux wallons? Eh bien, on posera la question au directeur général de l'hôpital Ambroise Paré à Mons. Dans les maisons de repos wallonnes, les visites vont être limitées. Certaines ont même décidé de les interdire totalement. Nous ferons le point avec la ministre wallonne de la Santé et avec Natacha Mann en direct de Serein. Les activités sportives également concernées par les nouvelles mesures wallonnes. Ce n'est pas simple de s'y retrouver. Jean-Christophe Willems nous en dira plus dans un instant. Bonjour à tous, merci de vous informer avec la RTBF. Le Covid à Bruxelles, c'est l'une des régions les plus touchées du pays par cette pandémie avec 1470 cas en moyenne pour 100 000 habitants. Le gouvernement bruxellois devrait d'ailleurs renforcer les règles édictées par le comité de concertation, un peu comme la Wallonie l'a fait hier après-midi. Elisabeth Groutars, une réunion est en cours. Elle réunit le gouvernement, les différents bourgmestres bruxellois. Une conférence de presse est annoncée pour 14h30. Mais à quoi les Bruxellois doivent-ils s'attendre ? Oui, en effet, selon nos informations, les mesures qui seront annoncées seront assez similaires à celles prises en Wallonie. On nous parle d'un couvre-feu étendu, à voir s'il sera étendu de 22h à 6h du matin, comme cela a été annoncé en Wallonie, ou s'il sera plus strict ou moins strict. La priorité, nous dit-on, c'est plutôt de limiter un maximum le nombre d'habitants, le nombre de travailleurs en rue aux heures de pointe, car il y a encore trop de personnes qui se croisent dans la rue ou encore dans les transports en commun, notamment le matin. La STIB a, elle, appelé à ce que l'on décale les horaires des travailleurs dans les entreprises. Et puis, il est question également de limiter le nombre de personnes dans les commerces ou encore le nombre de visiteurs dans les maisons de repos. En tout cas, tous ces acteurs sont en train de parler de tout cela pour le moment. Il y a plusieurs ministres de la région bruxelloise, plusieurs bourgmestres également, tous les bourgmestres des 19 communes et puis les chefs de zone. Les bourgmestres demandent en tout cas qu'un message clair soit délivré à la population lors de la conférence de presse de 14h30. Aussi, pour les faire respecter et pour que la police puisse les faire respecter. Et donc, je plaide pour des choses qui soient simples à vérifier. Et ça, c'est évidemment aussi une question d'unification des règles, parce que c'est vrai qu'on peut tenir compte des spécificités d'une commune, d'un lieu, etc. Mais de grâce, essayons d'avoir des règles communes. Dans toute la mesure du possible, oui, avoir une harmonisation. Déjà que le gouvernement fédéral n'a pas été capable d'édicter des règles qui valent pour tout le pays. Si on commence à morceler à l'extrême, sauf à voir ce qui doit être fait strictement au niveau local, je crois que c'est vraiment absurde pour le citoyen qui ne va pas beaucoup s'y retrouver. Donc, harmonisation dans toute la mesure du possible. Et puis, ce qui doit être laissé à la compétence des bourgmestres sera laissé à la compétence des bourgmestres. Voilà pour ces précisions. Merci Elisabeth. Et puis poursuivre la conférence de presse qui aura lieu à 14h30, conférence de presse organisée par le gouvernement bruxellois. Eh bien, rendez-vous sur le site internet de la RTBF, www.rtbf.be/info, édition spéciale également sur la une après l'émission Les Ambassadeurs. En Wallonie, le gouvernement s'est réuni hier soir. Il a décidé de serrer la vis en prenant une série de mesures plus contraignantes que celles préconisées par le comité de concertation. Alors Jennifer Ristas, vous allez nous les résumer tout de suite. Oui, tout d'abord, avec le couvre-feu en région wallonne, regardez, dès ce soir, vous ne pourrez plus sortir de chez vous entre 22h du soir et 6h du matin, sauf pour les déplacements essentiels ou pour des raisons professionnelles. Deuxième mesure, pour les maisons de repos, eh bien, en région wallonne, ce sera un visiteur par résident et ce visiteur devra rester le même pour une période de 15 jours. Le télétravail, il reste évidemment la norme, comme partout ailleurs, mais attention, il y aura des contrôles menés par les services d'inspection wallons. Dans les magasins, vous ne pourrez être que 2
ensemble, 2 personnes ensemble. On ne compte pas les enfants de moins de 12 ans. Des enfants de moins de 12 ans qui ne sont pas concernés non plus par les mesures qui concernent le sport, puisque là, regardez, ce sont tous les entraînements et toutes les compétitions qui sont interdites. Et enfin, pour l'enseignement supérieur, et là, cela concerne la Fédération Wallonie et Bruxelles, eh bien, dès lundi, tous les cours se feront en ligne, sauf pour tout ce qui est cours pratiques, laboratoires ou stages, des mesures qui seront d'application, Véronique, jusqu'au 19 novembre prochain. Merci, c'est important de repréciser tout ça. Merci Jennifer. Alors ces mesures, elles sont prises évidemment parce que pour que le nombre de contaminations diminue, c'est urgent. Si on compare les chiffres d'hier et ceux d'aujourd'hui, on constate que 17 500 personnes ont été comptabilisées en plus. Il y a de plus en plus de personnes aussi hospitalisées. 412 patients ont été admis hier. Actuellement, dans nos hôpitaux, quelques 4061 personnes sont soignées pour le Covid et 632 se trouvent en soins intensifs. C'est 59 de plus qu'hier. Je perds un peu ma voix. Une augmentation constante qui inquiète aussi tous les professionnels de la santé. Alors dans le Hainaut, 4 hôpitaux ont rédigé une carte blanche pour faire part de leur désarroi. Bonjour Stéphane Olivier, vous êtes directeur général du CHU Ambroise Paré à Mons. Les mesures qui ont été prises hier au niveau wallon, est-ce que cela vous rassure ? Ça nous rassure partiellement parce que ça montre que le gouvernement wallon a entendu nos cris d'alarme. Mais ça ne veut pas dire que le problème va être réglé, notamment parce qu'il faudra un certain temps pour que ces mesures fassent effet, alors que la situation et le nombre de patients hospitalisés augmentent extrêmement vite, puisqu'il double à peu près tous les 8 jours. Quelle est la situation actuellement dans votre hôpital ? Dans notre hôpital, la situation actuellement est tendue. Elle est moins grave que dans d'autres hôpitaux wallons. Dans la région de Mons, on arrive un petit peu en retard cette fois-ci par rapport à d'autres régions. Mais on en est à se demander qu'est-ce qu'on va faire dans une semaine pour accueillir tous les patients, notamment de soins intensifs. Et on se rend compte qu'on va manquer gravement de personnel, principalement infirmiers, pour accueillir ces patients. Déjà à un horizon d'une semaine. Et c'est vrai que ce n'est plus le matériel qui manque. Comme lors de la première vague, c'est essentiellement le personnel. On compte 15 à 20% d'absents dans les hôpitaux. Alors aujourd'hui, vous lancez aussi un appel aux volontaires ? Oui, tout à fait. Et aux volontaires de toute qualification, mais en priorité aux infirmières et aux infirmiers qui travaillent peut-être dans d'autres secteurs ou qui ont un petit peu de temps, qui travaillent à temps partiel par exemple. Et on les appelle vraiment à se manifester auprès des hôpitaux. On peut les engager sous forme de bénévolat, sous forme d'intérim, sous forme de contrat à durée déterminée, peu importe. On trouvera des solutions administratives, mais tout personnel infirmier est vraiment le bienvenu dans les hôpitaux. C'est très nécessaire. Voilà pour cet appel lancé par les hôpitaux, notamment dans le Hainaut. Merci Stéphane Olivier d'être intervenu dans ce journal. Et notre invitée ce midi, eh bien, c'est la ministre de la Santé en Wallonie. Bonjour Christine Moréal. Bonjour. Alors vous venez d'entendre l'appel à l'aide des hôpitaux qui cherchent effectivement des mains, des bras en plus pour les aider. C'est un appel qui est lancé aussi par le gouvernement wallon. Oui, on sent bien que tout le personnel de soins est sous tension. Ils sont fatigués parce qu'ils ont connu plusieurs mois avec le Covid et qu'on est face à un rebond important. Et par ailleurs, on sait aussi que du personnel doit être écarté s'il est malade pour protéger les autres. Donc il faut du renfort. Et s'il y a des personnes aujourd'hui qui travaillent dans le secteur du soin ou qui sont diplômées dans le secteur du soin et qui peuvent donner quelques heures de leur temps de manière rémunérée ou bénévole dans le secteur du soin, maisons de repos, centres pour personnes handicapées, auprès des plus faibles en général ou dans les hôpitaux. Vraiment, je les invite à le faire également. Avec une adresse à signaler, www.solidaire.avic.be. Le gouvernement wallon, on l'a dit, a pris des mesures supplémentaires avec notamment ce couvre-feu qui est allongé de 22h à 6h du matin. 3 heures de plus que le couvre-feu préconisé par le gouvernement fédéral. Pourquoi était-ce nécessaire ? C'est des mesures indispensables parce que le taux de contamination est très important. Le virus circule trop et il faut absolument qu'on réduise nos contacts sociaux. Mais pourquoi ne pas avoir pris cette mesure alors le matin même lors du comité de concertation au niveau fédéral finalement ? Alors c'est vrai que sur la forme, sans doute c'est mieux qu'on puisse communiquer tous ensemble. Mais ce qui est évident, c'est que comme en France, comme en Allemagne, comme dans la majorité des pays ou en Italie, il y a des mesures qui sont complémentaires région par région en fonction de l'épidémie et en fonction de l'évolution. C'est un peu ça aussi l'État fédéral finalement. C'est de laisser certaines compétences aux régions aussi.
Je ne dirais même pas ça. Je dirais que, regardez, en France, c'est un État unitaire et pourtant, il y a des mesures qui sont prises par province, par région. Donc, ce qu'on essaye, c'est de circonscrire là où la situation est la plus importante pour prendre des mesures plus fortes. Mais je pense que globalement, on le sent, hein, les hôpitaux le disent, le chiffre est même plus important qu'au mois de mars. Donc les mesures importantes, elles devront être prises, je crois, par l'ensemble du pays. Mais la Wallonie a effectivement pris les devants. On est dans un confinement partiel et j'espère que cette mesure aura un infléchissement sur la courbe dans les 2 à 3 prochaines semaines maximum. Vous êtes inquiète pour la situation en Wallonie? C'est vrai que c'est l'une des régions qui est le plus fort touchée dans notre pays. Oui, je suis inquiète et je pense que tout le monde a un rôle à jouer. Les politiques qui prennent des mesures, les citoyens qui peuvent limiter leurs contacts aussi, les médias dans les messages qu'on doit faire passer, chacun a un rôle à jouer. On est dans une situation compliquée avec des tas d'incertitudes qui nous demandent d'être très agiles et très souples, avec des décisions parfois qui doivent être prises de semaine en semaine. On navigue à vue, mais je pense que si on serre les coudes tous ensemble et qu'on essaye d'agir de la même manière et dans le même sens, on y arrivera. On vous retrouve dans quelques instants. On va évoquer l'une de vos compétences, Christine Moréal. Des nouvelles mesures vont être prises notamment pour tenter de protéger les résidents des maisons de repos. Alors les visites restent autorisées côté wallon. Natacha Mann, elles restent autorisées, oui, mais elles seront limitées à une personne. Oui, effectivement, une seule personne pourra désormais rendre visite à chaque résident des maisons de repos wallonnes. Toujours la même par tranche de 15 jours. Les visites seront également interdites dans les chambres, sauf pour les personnes en fin de vie ou victimes d'un syndrome de glissement. Il faudra pour toutes les autres aménager une pièce spéciale afin que les visites puissent se tenir dans les meilleures conditions sanitaires. Cette dernière mesure, elle était déjà respectée depuis un bon moment par de très nombreuses maisons de repos, notamment celles où nous nous trouvons actuellement, ici par exemple du côté de Serein. Ce qui change, c'est donc cette règle de une personne qui peut rendre visite à chaque résident. La direction sait que cela ne sera pas simple pour les familles et pour les résidents, mais pour cette direction, c'est toujours mieux que rien. Écoutez la secrétaire générale de l'intercommunal qui gère cette maison de repos. Je pense qu'avec énormément, bien sûr, de règles de précaution, de prudence, de désinfection, le plexiglas, etc., j'insiste bien, je pense important de laisser un minimum de contact, effectivement, parce que ce syndrome de glissement lors duquel les résidents cessent de s'alimenter et carrément se laissent mourir, peut lui aussi faire des ravages dans les maisons de repos. Donc c'est un équilibre très très difficile, on en convient bien, mais je pense que c'est une bonne solution. Alors, d'autres maisons de repos que nous avons contactées ce matin nous ont indiqué avoir déjà décidé d'aller plus loin en interdisant purement et simplement les visites. Il s'agit généralement de maisons de repos où de nouveaux cas de coronavirus ont été détectés. Actuellement, les maisons de repos wallonnes sont moins touchées que lors de la première vague, mais précisons qu'en une semaine, le nombre de nouvelles infections y ont doublé. Merci beaucoup Natacha Mann pour ces précisions en direct de Serein. Christine Moréal, quand on voit la situation dans les maisons de repos, vous avez effectivement décidé de limiter les visites à une personne. C'était vraiment important de maintenir ce lien, comme le disait la directrice de cette maison de repos. Oui, c'est un enseignement qu'on a tiré par rapport au mois de mars où on avait fermé très tôt les maisons de repos, mais je pense qu'ici le lien social doit pouvoir rester. Pourquoi ? Parce qu'on a du matériel de protection en suffisance pour pouvoir permettre d'avoir... Ce qui n'était pas le cas en mars. Ce qui n'était pas le cas en mars. Donc aujourd'hui, le matériel est arrivé, est acheminé. Chaque semaine, il y a des millions de masques qui sont distribués et les maisons de repos ont aussi un stock stratégique. Donc on peut garder le lien, mais c'est vrai qu'on est dans un équilibre qui est difficile. Que dites-vous aux maisons de repos qui décident quand même d'interdire les visites ? Alors, je crois qu'elles savent, et on essaye de le faire en concertation, que le lien social est primordial. Évidemment, quand on connaît un rebond et qu'il y a une augmentation du nombre de cas dans une maison de repos, elles vont l'interdire pendant 2 semaines. Mais actuellement, il y a 89 maisons de repos où on compte d'ores et déjà plus de 10 cas, donc 89 clusters. C'est important, c'est beaucoup. Oui, c'est important. Alors c'est sûr que comme on fait des tests réguliers, on sait mieux cerner là où il y a un rebond et on agit plus vite parce qu'il y a des équipes mobiles, parce qu'ils ont du matériel de protection, parce qu'on vient en soutien. Et c'est aussi pour ça qu'on essaye d'avoir une équipe en renfort rapidement s'il y a du personnel qui doit être remplacé. C'est important d'avoir
tous les outils nécessaires pour faire face au rebond. On sait que c'est d'abord la population. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu prendre ces mesures plus tôt, finalement ? On en a pris depuis le mois de juin. On a tiré les enseignements avec le matériel de protection, avec des formations en hygiène, avec des équipes mobiles qui sont mobilisables tout de suite, avec du partenariat aussi avec le Forem pour pouvoir activer du personnel quand c'est nécessaire. Mais on sent que le rebond est important et donc qu'elles vont aussi être impactées. Je voudrais d'ailleurs remercier, avoir une pensée pour tous les travailleurs. On est à leur côté pour essayer d'assumer au mieux le rebond qu'elles vont aussi connaître en partie. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau ce midi, Christine Moréal. Et puis ce sont les gouverneurs des provinces qui sont chargés aujourd'hui de faire appliquer le couvre-feu côté wallon. Bonjour Denis Maten. Alors vous êtes gouverneur en province de Namur, vous présidez également la conférence des gouverneurs. La région wallonne vous passe la main. Aujourd'hui, cela veut dire quoi exactement ? Qu'est-ce que vous allez devoir mettre en place ? En fait, tout a été fait depuis le début et continuera à être fait en totale coopération, concertation, synergie. Effectivement, le gouvernement wallon, dans la suite de ce qui avait été décidé le matin au niveau du Codeco et qui avait été annoncé, on avait également annoncé qu'il y avait la possibilité de prendre des mesures plus strictes sur le plan plus local, voire même sur le plan plus régional. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Donc le gouvernement wallon a donné toute une série d'impulsions et par rapport à cela, il convient pour certaines d'entre elles de les traduire en arrêtés, en dispositions qui seront dès lors obligatoires et applicables sur le terrain et même assorties de sanctions. J'ai déjà eu 2 réunions ce matin, l'une avec mes collègues gouverneurs des autres provinces wallonnes et une avec mes collaborateurs. Et nous sommes en train de finaliser et de travailler sur les textes. Est-ce que les gouverneurs wallons sont satisfaits des mesures qui ont été prises hier ? Vous aviez interpellé les autorités régionales justement pour lancer aussi un cri d'alarme. Effectivement, nous suivons cette situation maintenant depuis plus de 7 mois au quotidien, de très longues heures par jour avec les équipes. Et par rapport aux mesures qui ont été prises hier, pour certaines d'entre elles, elles font suite et elles sont des mesures qui avaient été suggérées dans une note que nous avions adressée au ministre-président wallon, au ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec également une copie au gouvernement fédéral par l'entremise de la ministre de l'Intérieur. Et puis, il s'avérait qu'il y avait d'autres mesures que nous suggérions pour aller un pas plus loin, pour être à l'écoute des hôpitaux, parce que c'est vraiment ça, éviter, même si on est déjà très loin dans ce cas de figure, et éviter ou limiter la saturation des hôpitaux, essayer de soulager à ce niveau-là, et faire en sorte que notamment on ait un couvre-feu élargi qui commence plus tôt et qui finira plus tard, puisqu'on passe de 5 à 6 heures le matin. Nous pensons que non seulement ça va favoriser le fait que les contacts sociaux vont être diminués, mais peut-être aussi certainement que ça va limiter les accidents de voitures et que là aussi, je pense qu'il y a une campagne récente qui a été faite en Wallonie. Les hôpitaux ont mieux à faire que de s'occuper pour le moment des accidentés de la route. Donc si on pouvait limiter aussi sur ce plan-là, je pense que c'est fondamental. Voilà pour ces précisions. Merci beaucoup, Monsieur Maten. Alors, plusieurs décisions concernent également les universités, les hautes écoles francophones. Les cours se feront à distance jusqu'à la mi-novembre, même pour les premières bacs. Seuls les travaux pratiques et les cours artistiques pourront se faire en présentiel. Bonjour Thomas Deschamps. La ministre de l'Enseignement supérieur a d'ailleurs fait le point avec les recteurs, les responsables des hautes écoles ce matin. Oui, tout à fait, Véronique. La réunion s'est terminée à l'instant et c'est vrai qu'après les annonces d'hier soir, il fallait clarifier d'urgence avant lundi toute une série de choses avec les recteurs des six universités francophones, mais aussi et surtout, vous l'avez dit, des représentants des hautes écoles qui, on le sait, sont souvent encore plus concernés par la problématique des stages et des travaux pratiques. Or, vous l'avez rappelé, si la volonté est désormais de vider les auditoires et de restreindre au maximum les déplacements des étudiants, il y a aussi la volonté de maintenir les stages et notamment en ce qui concerne les étudiants infirmiers et les étudiants en médecine. On l'a entendu dans ce journal, certaines institutions sont demandeuses de renforts et certains étudiants, on le sait aussi, sont demandeurs d'aller aider. Mais évidemment, cela ne se fera pas à n'importe quelles conditions. À ce niveau-là, des protocoles doivent être revus pour assurer la sécurité des étudiants, mais aussi évidemment un certain encadrement pédagogique. Je vous propose d'écouter à ce propos Valérie Glatini, la ministre de l'Enseignement supérieur. On vient d'envoyer aux établissements un document qui reprend toutes les mesures qui ont été expliquées, et notamment le basculement vers l'enseignement à distance avec les exceptions que je viens de mentionner. Et puis bien sûr, nous adapterons en temps réel nos documents qui seront nécessaires sur la base des questions que nous recevons. Il y a une circulaire qui est en préparation sur les stages, puisqu'on sait que c'est une problématique particulière. On a à la fois des étudiants qui craignent de manquer de place et de l'autre côté, nous avons des hôpitaux et des maisons de repos qui
demandent d'urgence des stagiaires dans leurs établissements. Et donc on travaille sur une circulaire pour faciliter la mise à disposition de stagiaires, à condition bien évidemment qu'il y ait un encadrement pédagogique de ces stagiaires. Voilà pour ces mesures au niveau de l'enseignement supérieur. Merci beaucoup Thomas Dechamps. Alors quid maintenant de la pratique des sports? Que peut-on faire comme entraînement, comme compétition, à l'intérieur, à l'extérieur? Jean-Christophe Willems, on va tenter d'y voir un peu plus clair avec vous. Vous vous trouvez au centre sportif du Bloquerie à Louvain-la-Neuve. On ne voit pas grand monde dans la piscine derrière vous alors que d'habitude les nageurs s'y succèdent. Oui, il devait y avoir des particuliers durant tout ce week-end, mais malheureusement, la pratique de leur sport est interdite depuis hier soir. On les a prévenus ce matin, on les a décommandés, ils ne doivent plus venir. Évidemment, vous pouvez toujours continuer à faire votre sport particulier chez vous, style du jogging, mais la pratique du sport encadré dans un club, dans une fédération, n'est plus possible aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Ça, c'est la règle principale. Mais il y a bien entendu des exceptions. On l'a dit, les enfants de moins de 12 ans peuvent continuer, pour eux rien ne change. Les sportifs professionnels peuvent continuer à s'entraîner, à pratiquer des compétitions, mais sans public. Et puis la troisième grosse exception, eh bien, ce sont les écoles. Les écoles peuvent toujours venir, donc on peut encore avoir ici, dans cette piscine, des adolescents de plus de 12 ans, à condition qu'ils soient encadrés, que ce soit fait dans un cours de natation d'une école. Alors ces mesures entrent en vigueur aussi vite que possible, nous dit-on du côté du cabinet de la ministre des Sports, ce qui veut dire que pour le moment, c'est encore un petit peu flou. On est dans une journée de transition. Je vous propose d'écouter à ce propos eh bien, la direction du centre sportif du Bloquerie. On a reçu les instructions hier, comme tout le monde, par voie de presse. Ce matin, on essaye d'adapter. On a fait le maximum pour que le public, on va dire, privé ne vienne plus, puisqu'à partir de 12 ans, les activités sportives ne sont plus autorisées en salle ni à l'extérieur. Par contre, comme les clubs avaient des réservations aujourd'hui que notre gouverneur n'a pas encore édité le décret, ils ont l'autorisation de faire leur activité aujourd'hui. Ça veut dire que c'est vraiment la journée de transition aujourd'hui. Voilà, c'est la dernière journée où on aura des clubs qui sont supérieurs à l'âge de 12 ans. Ça, c'est clair. Ouais. Il y aura les activités de la faculté de la science de la motricité, donc de l'UCL, qui pourront encore se dérouler à partir de lundi. Les écoles humanité également pourront encore venir aussi. Donc tout ce qui est avec encadrement scolaire peut encore venir faire du sport. Voilà, et pour les précisions, n'hésitez pas à contacter chacun votre club sportif. Merci Jean-Christophe. 10h, bonjour. Les mesures pour permettre de freiner les contaminations au Covid et désengorger surtout nos hôpitaux se prennent en ordre très dispersé. La Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles ont voulu aller hier soir bien plus loin que le fédéral hier matin. Cela donne très concrètement côté wallon, dès ce soir, un couvre-feu à partir de 22h et non plus minuit. Des visites limitées à une seule personne dans les maisons de repos, à 2 maximum ensemble dans les commerces. En Fédération Wallonie-Bruxelles, il n'y aura plus de présentiel, comme on dit maintenant, dans l'enseignement supérieur jusqu'au 19 novembre au moins. Et jusqu'à cette date également, tout sport en intérieur est suspendu, sauf pour les moins de 12 ans. La région bruxelloise, quant à elle, prendra ses propres mesures ce midi. Réunion avec les 19 bourgmestres et les recteurs d'université. On parle là également d'avancer le couvre-feu à 22h dans un souci d'harmonisation, voire même plus tôt dans la capitale. De son côté, la ministre fédérale de l'intégration sociale et de la lutte contre la pauvreté, Karine Lallieu, a décidé d'accorder 7 millions d'euros pour l'aide alimentaire à partager entre Croix-Rouge, banques alimentaires et CPAS. Le président polonais Andrzej Duda vient à son tour d'être testé positif au coronavirus, alors que son pays fait lui aussi face à une très nette recrudescence de la pandémie. Il avait rencontré lundi à un forum le président bulgare Rumen Radev, qui avait ensuite dû s'isoler également. À Varsovie, le stade national est en train d'être transformé en vaste hôpital de campagne et le gouvernement fait construire à la hâte d'autres installations médicales à travers tout le pays, car là aussi, les hôpitaux saturent. Vous l'avez peut-être constaté en vous réveillant ce matin, et non, vous ne rêviez pas. Le niveau de la Meuse a bien baissé de plus d'1 mètre pendant la nuit, et ce pour laisser passer un convoi exceptionnel entre les écluses de Dinan et d'Anserem. Ce n'est pas tous les jours, en effet, que l'on transporte une centrale hydroélectrique.
trafic. Grâce à cette diminution du niveau d'eau, le convoi a pu passer sans encombre ce matin sous le pont Charles de Gaulle à Dinan. Anderlecht s'est imposé hier soir à Courtrai en ouverture de la 10e journée de championnat de football. Victoire 1-3, les Mauves qui remontent à la 6e place du classement à égalité de points avec l'Antwerp. Aujourd'hui, un seul match programmé, Louvain Club de Bruges. Les autres rencontres sont reportées, plus assez de joueurs, la plupart atteints du Covid. Notez également que ce week-end se déroulent les 24 heures de Spa en mode automne donc et en mode heure d'hiver, puisque je vous le rappelle, c'est cette nuit que nous changeons l'heure. Nous dormirons donc une petite heure de plus. Très belle journée.